sommaire de cette édition, le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre ce vendredi en Éthiopie. Les Africains attendent de voir des changements au sein de l'Union. Oxfam Québec plaide pour Marshall post-Ebola massif. L'objectif est d'aider financièrement les pays les plus touchés par l'épidémie. Enfin, nous aurons les échos de la CAN 2015. La Guinée équatoriale est en passe de relever le défi d'une belle organisation. À nouveau bonjour et bienvenue dans cette édition. Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, accueille officiellement ce vendredi le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Entre autres thèmes au menu des travaux, les foyers de tension sur le continent et la lutte contre le terrorisme. Sur ces questions aux grands enjeux, les Africains sont plutôt sceptiques et ont plutôt hâte de voir l'organisation à l'œuvre. Reportage. Les derniers massacres perpétrés par la secte islamiste Boko Haram dans la région de Baga au Nigeria, au dire de la présidente de la Commission de l'Union africaine, sonnent comme l'affront de trop pour l'Afrique tout entière. La lutte contre la secte islamiste a pris des proportions telles qu'aucun État, à lui tout seul, ne peut mener à bien ce combat. L'invite de Nkosazana Dlamini Zuma dans le cadre du 24e sommet de l'UA est alors sans embâche. Que tous les chefs d'État, sans exception, se saisissent enfin du dossier Boko Haram, mais aussi de la situation délétère en Libye et au Mali. Un appel favorablement accueilli sur le continent, mais beaucoup se demandent si réellement les fruits finiront par tenir la promesse des fleurs. Je dois être honnête. Beaucoup d'Africains, moi inclus, sont très impatients de voir l'évolution de la réforme au sein de l'Union africaine, de voir la façon dont l'Union africaine traitera les problèmes du peuple africain. Le terrorisme, l'insécurité en Afrique de façon générale, des mécanismes judiciaires crédibles pouvant contribuer à maintenir ou à rétablir la paix tout en œuvrant pour le respect des droits humains. Ce sont autant de chantiers sur lesquels sont attendus le nouveau président à la tête de l'UA. L'annonce de l'accession de Robert Mugabe au fauteuil ne semble pas contenter tout le monde. Mugabe, président de l'organisation, il y a quelques soucis. Il est sous le coup de différentes sanctions par différents pays et de mesures punitives par des organisations internationales comme l'Union européenne. Personnellement, je ne vois pas cela comme problématique. Un autocrate accusé de violer les droits de l'homme au premier poste de l'UA, ce ne serait pas une première. Mais dans le contexte actuel où l'Union africaine se dit plus que jamais attachée aux principes de démocratie et de bonne gouvernance, un tel choix, aux yeux de plusieurs observateurs, pourrait sérieusement écorner l'image de l'organisation panafricaine. Il faut dire que le sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce vendredi abordera également la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Un fonds de solidarité Ebola devrait être lancé à Addis Abeba durant ce sommet. Occasion pour l'ONG Oxfam d'appeler à un plan Marshall post-Ebola massif afin que les pays riches puissent aider financièrement la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. L'Union africaine prévoit de lancer un fonds Ebola ainsi qu'un centre de contrôle des maladies, alors que l'ONG Oxfam a exhorté les dirigeants africains à tenir leur promesse d'injecter de l'argent dans les systèmes de santé du continent. Le problème le plus important est que les trois gouvernements développent des stratégies par eux-mêmes pour une reprise immédiate et une stratégie médicale et de croissance à long terme. Ils doivent proposer des stratégies et les présenter aux donateurs et la communauté internationale doit les soutenir pendant une certaine période. Cela nécessite une réaction immédiate en termes d'injection monétaire, mais cela nécessite aussi un soutien à long terme. Le commissaire de l'Union africaine pour les affaires sociales a pour sa part assuré que le Centre africain de prévention et contrôle des maladies serait opérationnel d'ici mi-2015. L'ONG Oxfam a de son côté appelé à un plan Marshall post-Ebola massif en référence à l'aide économique et financière accordée par les États-Unis à l'Europe pour sa reconstruction après la Seconde Guerre mondiale.
Alors que les trois pays tentent de contrôler l'épidémie d'Ebola, Oxfam demande au monde de rester avec eux, de soutenir leur reprise économique, d'aider à la construction des infrastructures et de réduire les risques qu'une telle épidémie ne puisse se reproduire à nouveau. Cela coûterait des millions, mais cela n'est rien comparé à côté du coût qu'engendrerait une autre épidémie. Pour l'ONG Oxfam, il est clair que l'architecture existante en Afrique pour la détection précoce des maladies, la réponse apportée et leur contrôle est globalement inadéquate. Et en réponse à ce déficit, l'Union africaine promet mettre urgemment en place un système d'alerte précoce pour la détection des épidémies. Le plus important selon elle serait d'être prêt pour la prochaine fois et de ne plus être pris au dépourvu. La directrice du FMI est arrivée jeudi à Dakar pour une visite de 3 jours. Christine Lagarde doit notamment rencontrer le président Macky Sall et évoquer l'évolution du plan Sénégal émergent. Un extrait des propos de l'invité et du ministre sénégalais de l'économie. Je suis extrêmement heureuse de répondre à l'invitation de Monsieur le Président de la République que nous attendons, je crois, d'un moment à l'autre et avec lequel nous aurons l'occasion ce soir de nous entretenir de l'ensemble des questions que Monsieur le ministre des Finances vient d'évoquer. L'année 2015 est une année de mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Nous aurons donc des échanges avec le Fonds monétaire international pour évaluer les premières actions. Mais surtout, le souhait du Sénégal, c'est d'avoir le soutien et les encouragements du Fonds monétaire international pour permettre au Sénégal d'aller à l'émergence dans les 25 années à venir, comme le souhaite le président Macky Sall. Des dizaines d'Égyptiennes ont manifesté hier jeudi au Caire contre la police. Ces femmes dénonçaient la mort récente d'une militante socialiste tuée par balle. La place Tahrir, située en plein cœur du Caire, était noire de monde ce jeudi. À l'appel de l'Alliance populaire socialiste, ces Égyptiennes sont venues crier leur indignation après la mort samedi dernier d'une militante tuée d'une décharge de chevrotine dans le dos alors qu'elle participait à une marche pacifique à la mémoire des jeunes tombés lors de la révolte de 2011. Ils ne vont pas nous intimider. Nous allons continuer à manifester au même endroit et nous chanterons des slogans contre la police parce que l'oppression est inacceptable. La tuer de la sorte alors qu'elle manifestait paisiblement sans même penser à l'arrêter est inacceptable. Nous ne permettrons pas que cela se reproduise de nouveau. Et pour que ce genre de drame ne se reproduise jamais, les manifestantes réclament la tête du ministre de l'Intérieur Mohamed Ibrahim et la fin du régime militaire. Face à elles, des contre-manifestants scandant des louanges au président Sisi. Ils accusent ces militaires d'être des terroristes et des traîtresses voulant détruire l'Égypte. Ils prétendent qu'il y a du terrorisme, mais ils sont la source du terrorisme. Ils bafouent les droits de l'homme. Rien n'a changé. La situation empire. Notons qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort de la militante socialiste. Une mort que ses compères attribuent à un policier, ce que dément le gouvernement égyptien. Human Rights Watch a sorti son rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde. En Afrique, l'ONG s'inquiète de certaines violations des droits civils et politiques, notamment la montée de l'homophobie institutionnalisée. Le gouvernement sud-africain, qui a nié le caractère xénophobe des pillages dans certains townships à Johannesburg, a aussi été critiqué dans ce rapport. Présentation ce jeudi à Johannesburg du rapport annuel de l'association de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. L'organisation y dénonce la passivité du gouvernement sud-africain face aux attaques xénophobes dans des townships. L'association tient pour référence les récents pillages de magasins tenus par des étrangers à Soweto et dans d'autres townships voisins. Des actes de vandalisme qui ont fait 6 morts la semaine dernière. Face à la situation, le gouvernement sud-africain n'admet pas qu'il s'agit de xénophobie et parle de simples problèmes de criminalité. C'est très inquiétant que le gouvernement politise la question de la xénophobie, ce qui donne l'impression d'une xénophobie institutionnalisée.
C'est un énorme problème et nous espérons que le gouvernement va vraiment réfléchir et faire en sorte que la xénophobie est sérieusement prise en compte parce que ça pourrait déborder dans le reste de la région. Une inquiétude qui pourrait se justifier en prenant en considération les réactions de certaines autorités face aux récentes attaques. En réaction à cette dernière, la ministre des PME, Lindiwe Sisulu, a dit, je cite, « Les étrangers doivent comprendre qu'ils sont ici invités et que notre priorité va d'abord et avant tout à nos compatriotes. Ils ne peuvent pas ne pas partager leurs pratiques commerciales avec les commerçants sud-africains. Les commerçants étrangers ont la réputation d'être plus dynamiques que leurs concurrents sud-africains et s'associent souvent entre eux pour acheter en gros et offrir des prix plus bas. » Nous avons maintenant une économie en ruine. Les gens souffrent dans tout le pays et il y a de plus en plus de violations des droits de l'homme par les représentants de l'État qui font partie de la ZANU-OF et qui cherchent à étendre leur contrôle et leur autorité dans le pays, y compris par des évictions massives, des déplacements de population et d'autres violations des droits politiques, sociaux et civils. Que de mots qui minent le développement des nations africaines. Mais la xénophobie, si elle devait devenir institutionnalisée, représenterait un danger pour le maintien de la paix dans les pays. Intéressons-nous maintenant à la CAN 2015. La catastrophe tant redoutée a pour l'instant été évitée. La Guinée équatoriale, qui n'a eu que 50 jours pour se préparer à l'organisation du tournoi, après la défection bien sûr du Maroc, semble en passe de gagner le pari. 50 jours pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale a relevé le défi, des pelouses certes qui pâtissent souvent de la saison sèche, des bus parfois obsolètes pour emmener les joueurs, mais les 4 stades sont opérationnels et souvent pleins, à Malabo, la capitale, sur une île, et à Bata, Mongomo et Ebébine sur le continent. Pour l'instant, je pense que c'est une belle réussite, surtout quand on retourne en arrière et de la façon dont ça s'est passé pour réorganiser, pour retrouver un pays organisateur. Claude Leroy, 8 cannes au compteur, a tout de même émis quelques réserves. Le bus de sa sélection congolaise est resté coincé dans des embouteillages et sous 40 degrés une bonne heure avant son premier match contre la Guinée équatoriale. C'est bien de gagner un premier match, mais bon, on ne va pas revenir sur les conditions de préparation. Je pense que quelque part, c'est un moindre mal. Côté sanitaire, l'épidémie d'Ebola n'est pour l'instant pas venue gâcher la fête. Chaque nouvel entrant est systématiquement contrôlé à son arrivée à l'aéroport, y compris les joueurs. Dans les stades, aucune psychose, mais une bonne ambiance dopée ici à Malabo par la forte diaspora camerounaise et malienne et par des prix modérés. Le billet le plus cher c'est 5 000, il y a 3 000, il y a 1 000 francs, il y a 2 000. C'est abordable, c'est bien. Chaque compagnie donne des billets d'entrée. Ils achètent les tickets pour les donner à leurs employés. Alors nous entrons gratuitement. Alors s'il y a bien eu des petits couacs comme des coupures d'eau ou d'électricité dans les hôtels de certaines équipes, la grande majorité des supporters se félicitent tout simplement que l'événement ait lieu sur un continent où le foot est roi. Ça se passe bien. Au moins ça sauve l'honneur de l'Afrique. On a accepté la CAN à 50 jours. Vous voyez, dans d'autres pays, on fait ça à 2 ans. Alors nous, à 50 jours, si certains vont critiquer aujourd'hui que tel hôtel n'avait pas tel ceci, je crois qu'on est au top. Et en plus, la Guinée équatoriale, contre toute attente, s'est qualifiée pour les quarts de finale. Des quarts qui auront finalement tous lieu à Bata et Malabo. Meilleure pelouse et plus grosse capacité d'accueil, car les supporters équato-guinéens risquent d'être très nombreux. Monsieur, ainsi se referme cette édition. Très bonne journée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Sika TV. Au revoir.